Bon, donc je suis Jean-Marie Arsac, je suis le gérant de la société Azimut, je suis tout seul. Et je fais du développement dans le domaine de la géomatique, à l'origine sur des outils DAO, sur MicroStation. Et depuis 4 ans à peu près sur QGIS et puis PostgreSQL, PostGIS. Donc voilà. Donc je vais vous parler du syndicat d'électricité des Vosges, qui a été créé en 1995. Alors, pour résumer un petit peu, il y a eu une loi en 2006 qui imposait à toutes les autorités s'occupant de la distribution de l'énergie de se regrouper en syndicats départementaux, sauf si elles concernaient des collectivités territoriales qui avaient plus d'1 million d'habitants. Donc en 2013, il y avait 55 syndicats. Donc jusqu'en 2008, le syndicat s'occupe uniquement de contrôle de concession, c'est-à-dire qu'il s'occupe surtout de veiller à ce que, à l'époque, EDF assure un bon service de distribution de l'énergie électrique. Donc à la fois en vérifiant les coupures et la qualité du service. Depuis 2008, suite à la loi de 2006, il a une compétence obligatoire en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux, sur les travaux d'extension, de renforcement et d'enfouissement de réseau. Et depuis 2010, il y a une nouvelle compétence qui est optionnelle, celle-là, qui concerne la gestion de l'éclairage public, et c'est celle qui nous concerne le plus. Et à ce moment-là, quand les communes, les adhérents, délègue la compétence éclairage public, le syndicat s'occupe des travaux et de l'entretien du réseau. Donc quelques chiffres. Il y a à peu près 500 communes dans les Vosges. Sur ces 500 communes, il y a seulement 217 qui ont adhéré pour l'éclairage public. Bon, il y a au niveau, vous voyez, au niveau du réseau, bon, il y a la longueur. Et au niveau des points lumineux, on a seulement 21 000 points lumineux et à peu près 600 armoires de commande, ce qui fait un petit syndicat du point de vue de la gestion de l'éclairage public. Donc au niveau ressources humaines, il y a 8 chargés d'affaires, un géomaticien et 3 ou 4 administratifs. Les chargés d'affaires sont des techniciens qui font l'interface entre le syndicat et les communes pour étudier les demandes, préparer les projets et les suivre. Alors, en 2010, quand j'ai commencé à travailler avec eux, uniquement en DAO, et vous voyez qu'ils avaient très peu de données. Ils avaient des plans et, je crois, 2 ou 3 fichiers Excel qui n'étaient même pas structurés, qui avaient des cellules et des lignes fusionnées à foison. Ils utilisaient et ils utilisent toujours un outil DAO d'un éditeur qui s'appelle Bentley. Le logiciel s'appelle MicroStation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concurrent direct d'AutoCAD qui assure des fonctionnalités équivalentes. Au niveau de ce qu'on peut avoir au niveau de la gestion des données avec MicroStation, on a un client natif Oracle et une connexion via ODBC. Et il est également, depuis les dernières versions, enfin la dernière génération, un client WMS. Alors pourquoi utilisent-ils ce logiciel? Parce qu'ils sont dans le milieu électricité et que Enedis, qui s'appelait avant EDF, avait sélectionné ce noyau pour faire développer un applicatif spécifique à EDF pour numériser les plans et pour gérer tous les plans topo, en sachant qu'ils avaient continué à raisonner, non pas en termes de SIG, mais en termes de folio de plans. Donc on avait un fichier par folio. Donc ce qui fait que tous les prestataires qui travaillent dans le domaine de l'électricité, que ce soit des entreprises de travail électrique ou des topos ou des bureaux d'études, utilisent ce logiciel également.
Alors, donc on avait commencé à mettre en place déjà de la saisie et de la gestion. Et puis en 2012 est arrivée la réforme anti-endommagement, dont vous a déjà parlé Régis, dite réforme des TDICT. Donc les principales conséquences, c'est que chaque concessionnaire ou exploitant de réseau doit géoréférencer ses réseaux, les connaître avec précision. Donc on a 3 classes de précision. Et toute entreprise qui doit effectuer des travaux, ou même un particulier qui doit creuser, doit interroger tous les exploitants qui ont des réseaux sur la zone où il doit intervenir. Alors, pourquoi migrer vers QGIS? Donc c'est la question à laquelle il a fallu que je réponde quand j'ai conseillé au syndicat de passer, ou en tout cas d'envisager de passer vers QGIS. Donc ça permettait de faciliter le respect des obligations réglementaires, hein, donc de visualiser les réseaux géoréférencés. Ça permettait à l'avenir de faciliter la réponse au DT des ICT. Pour vous dire, là on est dans une période où il y a une grosse partie des communes qui ont été détectées, donc, dont les réseaux sont géoréférencés, mais pendant 2 ans, le responsable des réponses au DT des ICT, il utilisait surtout Google Street View pour savoir s'il y avait du réseau sur les emprises des demandes. Et également pour faciliter la préparation des projets, puisque ce sont les chargés d'affaires qui préparent les projets, c'est-à-dire quel lampadaire on va mettre et à quel endroit. Et également faciliter les données aussi bien en interne qu'en externe pour les adhérents, les collectivités territoriales adhérentes, que ce soit des communes ou des communautés de communes, et envisager ensuite la déclaration des incidents et les demandes d'accès au réseau, puisque toute entreprise qui veut travailler sur le réseau doit demander un accès à l'exploitant. Alors, pourquoi QGIS plutôt que notre outil? Puisqu'on avait déjà mis en place une solution avec une base de données sur la solution DAO, pour ne pas réinventer la Lune et mutualiser, pour faire des économies. Il faut reconnaître qu'au départ, c'est le premier argument qui a eu de l'impact. Et puis pour gagner en indépendance, et là, je vous dirai un peu plus tard que l'argument commence à être compris. Alors en 2014, il y a une réforme, pardon. Il y a une évolution de la réforme des TDICT qui concerne notamment les réseaux sensibles qui devaient tous être en classe A, alors qu'auparavant il y avait des exigences plus faibles. Donc la classe A, ça veut dire que tout réseau doit être localisé au maximum à 50 cm près. Et on a parlé sérieusement du PCRS, que ça soit. Donc le PCRS, c'est le plan de cours de rue simplifié. En gros, c'est le fond de plan commun à tout le monde et qui est d'une précision qui doit être d'une précision analogue à la précision demandée pour les réseaux. Alors, je parle de vecteur ou d'image parce que sur les zones rurales, on est passé d'une exigence de vecteur sur tout le territoire à demander du fond de plan image sur les zones rurales. Donc ça, c'est juste une illustration du modèle de données qui est beaucoup plus simple qu'un modèle de données de réseau d'eau, puisqu'on a simplement des câbles, des supports et des points lumineux. Alors, quelques détails sur la mise en œuvre dans PostgreSQL PostGIS. Donc, on a utilisé au maximum les schémas, même si on n'a pas énormément de tables, pour isoler les données. On enregistre et on fait un suivi de toutes les DT-DICT auxquelles le responsable répond. Donc, pour vous dire, on a à peu près 4000 dossiers par an.
Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même conséquent. Et ça occupe à peu près entre un demi et un trois quarts de temps en plein. Toutes les tables du patrimoine EP sont historisées. On a également des colonnes spécifiques à la liaison avec la DAO. Vous allez voir pourquoi après. Et toute la consultation des données et la mise à jour se fait via des vues. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu de la part de Régis ou d'Antam. On essaie d'appliquer le concept de base épaisse qui permet de mettre toute l'intelligence dans la base de données. Le but, ça tient à l'historique, ce qu'on avait déjà mis en place avant de passer sous QGIS. On a des tables de liaison entre la BD et la DAO. Donc côté BD, on a deux tables. On a une table qui s'appelle MS Catalogue qui en fait fait la liaison entre... c'est une table de référence, il y a les noms de tables et un ID pour chaque table, un ID numérique. Et une table Maps qui fait la liaison entre un enregistrement de la base de données et le fichier DAO dans lequel se trouve la géométrie de l'objet. Donc, et on a deux colonnes supplémentaires dans chaque table qui est à la fois spatiale et en DAO. C'est-à-dire qu'on a une colonne MS-Link qui fait la liaison entre l'élément graphique et l'enregistrement de base de données, et la colonne MapID, donc qui fait la liaison entre la table, l'enregistrement graphique et le dessin, le fichier DAO dans lequel est l'élément graphique. Côté DAO, on va avoir deux champs supplémentaires sur chaque élément graphique. L'entity num qui identifie la table qui est connectée à cet élément, et le MS-Link qui identifie l'enregistrement. Donc, ce qui fait qu'on a en fait ce que j'ai appelé une mémoire bicéphale. Toutes les données attributaires sont dans Postgre et toutes les données graphiques sont dupliquées de fait dans la colonne géométrie de PostGIS et dans le fichier DAO, avec un accès graphique soit par microstation, soit par QGIS. Donc là, on voit un peu la liaison qu'il y a avec les entreprises, puisque toute la saisie à la fois des mises à jour et de la détection du réseau est faite par des entreprises externes. Donc le principe, c'est qu'on fait une extraction de la base qui concerne une commune, puisque les lots concernent une commune. Donc on génère à la fois un fichier DAO et une base Access qui est fournie à l'entreprise. Donc dans le cas de la détection, donc de la collecte de base, la base Access est vide, enfin en tout cas au niveau du patrimoine, et le fichier dessin est vide. Et dans le cas de travaux neufs ou de renforcement, on a l'existence de la commune qui est transmis. L'entreprise fait son levé, dessine ce qui a été levé, saisit les attributs et renvoie le fichier au syndicat qui fait un contrôle, donc c'est l'outil Vercor et l'intégrateur BD, qui fait du contrôle à la fois géométrique et au niveau des attributs. Et une fois que ce contrôle est validé, les données sont intégrées dans PostgreSQL et PostGIS et la partie graphique est dupliquée, donc est rapatriée dans le format DAO. En parallèle, le géomaticien va sur le terrain pour faire un contrôle qui est purement attributaire à ce moment-là. Donc il utilise pour ça une tablette Windows avec QGIS. Bon, j'ai mis pour mémoire la connexion avec Enedis, enfin avec les données Enedis qui sont fournies en Shape. Et puis les DTD-ICT, donc on récupère soit du fichier XML, soit du PDF. On extrait les données.
Et on enregistre la géométrie de toutes les emprises et de toutes les caractéristiques, enfin de toutes les infos de la DT, DICT, pour en faire le suivi. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est de faire communiquer la DAO avec le SIG. C'est quelque chose qu'on a évoqué hier dans le Barcan. C'est qu'on a eu de nouvelles contraintes donc, à faire passer auprès des agents du syndicat. Et plus que les agents du syndicat encore, c'est une réforme qui a entraîné un peu de révolution culturelle au niveau des prestataires qui interviennent pour le syndicat, aussi bien les entreprises de travaux que les entreprises auxquelles les entreprises de travaux sous-traitent les levées de récolement. Donc déjà, pour la communication entre DAO et SIG, c'est que c'est deux visions différentes des choses, aussi bien au niveau de la médiatisation graphique que de la façon de raisonner. À l'origine, la DAO, ça vise à produire un plan, à produire un document à une échelle donnée, alors que le SIG en règle générale, va essayer de s'abstraire au maximum de l'échelle. Donc en DAO, on ajoute une fiche BD à un élément graphique, c'est ce qu'on faisait avant. Hein. Et alors que PostGIS permet de rajouter une géométrie à la base de données. Ce qui explique qu'on ait conservé cette dualité entre le stockage dans la colonne géométrie de PostGIS et les fichiers DAO. Et alors, autre difficulté, c'est qu'on essaie de faire dialoguer un outil propriétaire avec un logiciel libre. Et donc, on a un format de fichier côté DAO qui n'est pas publié. Et on a des bibliothèques dont on dépend et qui demandent une licence d'utilisation. Quand je parlais de révolution culturelle, c'est surtout auprès des entreprises, un peu en interne auprès des chargés d'affaires, mais ça a été assez facile à régler. Mais au niveau des entreprises, c'est vraiment difficile. Donc on leur demande de la saisie d'attributs, du levé et du décès en XYZ. Alors le levé en XYZ, ils sont habitués maintenant parce que les appareils le font tout seuls, donc ça ne leur change pas de travail sur le terrain. Par contre, de dessiner en XYZ, ils ont beaucoup de mal. Et de fait, pour avoir discuté avec des prestataires, même des gros prestataires, ils ont changé complètement leur profil de recrutement. Ils recrutaient à l'origine des dessinateurs et avec une compétence topo ou des électriciens, et ils recrutent de plus en plus des géomaticiens. Alors pour 2019, on en est à la finalisation. Donc il y a deux applis principales qui sont utilisées en périphérie du SIG, qui sont une appli de réponse au DT-DICT, qui pour l'instant est encore sur l'outil DAO et qui va basculer sous QGIS, et une appli également de préparation de projet. Alors ce qu'ils appellent la préparation de projet, c'est qu'ils saisissent ils font un avant-projet en fonction de la demande de la collectivité. Ils transmettent une fois que la collectivité a validé l'avant-projet, ils transmettent à un bureau d'études d'ingénierie. Et quand ils récupèrent le projet, eux saisissent dans la base de données les caractéristiques de tous les matériels qu'ils doivent poser. Et des services web pour les adhérents. Alors, de tout ce qu'on a pu rencontrer comme difficulté, moi je regrette de ne pas avoir accéléré plus la migration vers QGIS. Comme c'est un petit syndicat et qu'on a eu en plus la réforme DT-DICT qui est intervenue en plein milieu de marché, donc ils ne pouvaient pas exiger, enfin, ou en tout cas ils ne voulaient pas exiger trop de choses des entreprises. Ils ont été relativement coulants sur les premières livraisons. Et du coup, on se retrouve avec des défauts récurrents.
Et puis imposer aussi également, donc dans le même ordre d'idée, plus d'accompagnement des entreprises au niveau de la saisie et de la modification du cahier des charges, parce que c'est encore qu'il y a des fois on a l'impression que les entreprises qui avaient répondu n'avaient pas lu le cahier des charges, parce que quand il y avait des retours après contrôle, elles tombaient des nues. Voilà. Merci aux syndicats d'avoir supporté ce projet. Je suis à votre disposition. Merci.